Bonjour, bon après-midi. Bienvenue à Point Culture. Excusez-moi, j'ai la voix enrouée, je suis malade. Aujourd'hui, donc, dans le cadre du salon du livre d'artistes, on accueille aussi des performeurs et on accueille maintenant Lucille Calmel. Donc pour une rencontre et en même temps un moment performatif. Donc on ne sait pas très bien dans quelle proportion, est-ce que ce sera plus de la performance ou plus de la rencontre, on le découvrira en même temps que vous. Alors Lucille Calmel, elle est française, elle est de Agen, et elle a vécu pendant 10 ans à Montpellier, où elle a créé la compagnie et le lieu, la coopérative Myrtille, qui est donc un lieu de résidence, notamment de laboratoire expérimental pour des artistes de la scène. Et elle vit à Bruxelles depuis une dizaine d'années. Alors je ne vais pas raconter toute sa vie, mais elle a quand même eu l'occasion de jouer un petit peu sur toutes les scènes les plus importantes à Bruxelles, notamment les Halles de Schaerbeek, notamment les Bains Connectives, la Gare Recyclard, les Brigittines, évidemment la Maison de la Bellone. Et donc de participer à des festivals comme le Festival Trouble notamment, et puis les scènes internationales. Voilà, les gens, alors elle a travaillé avec beaucoup de gens issus aussi bien du milieu de la performance que de la musique. Elle a un duo avec le musicien Prairie, donc le duo s'appelle Prairie Calmel. Elle travaille avec des poètes, elle travaille avec des performeurs. Elle travaille régulièrement depuis ces dernières années avec Gaëtan Rusquet. Gaëtan, excusez-moi, Rusquet, voilà. Et donc, ce que je propose, avant de commencer la rencontre, c'est de regarder un petit film qui fait 5-6 minutes, qui est en fait un document sur une performance qu'elle a réalisée à Avignon, lors d'une chartreuse, et lors de la chartreuse Avignon, et donc qui situera en tout cas une partie de ce que je propose d'évoquer ce soir dans cette rencontre. Voilà, donc dans cet extrait, il y a beaucoup de choses déjà du travail de Lucille Calmel, son rapport à la scène, son rapport à l'écriture, à l'outil numérique. Donc on aura l'occasion d'aborder tout ça. Moi, je propose en fait que cette rencontre, elle s'articule autour de 5 thèmes. Alors le premier thème, c'est l'antre. Alors le mot ne m'était pas venu du tout à l'esprit, mais lorsqu'on a constitué la thématique hybridation, puisque aujourd'hui vous êtes là dans le cadre d'une activité qui rentre dans la thématique source ouverte, mais le premier terme auquel on avait pensé à Point Culture, c'était hybridation. Je m'étais dit que Lucille Calmel avait un lien avec l'hybridation, et donc je t'avais demandé si ton travail relevait de l'hybridation, et dans un échange de mails, tu avais plutôt parlé de l'antre. Alors est-ce que tu pourrais expliciter un peu cette notion-là, l'antre ? J'aurais peut-être un rapport chronologique. Oui.
par rapport à ce sentiment qui est apparu très tôt, et je ne sais pas si vous l'avez vécu dans le système scolaire, donc qui est divisé en heures ou en double heures, et où on découpe en fait la connaissance et la pratique de cette façon pendant des années. Et c'était quelque chose qui m'a tout de suite interrogée sur... parce qu'évidemment, c'était une structure qu'on subissait, qui n'était jamais vraiment questionnée. Et donc ça, je pense que le déclic s'est fait à partir de ce moment-là, comment trouver des liens dans la connaissance et comment faire qu'on passe de l'histoire à la géographie, aux mathématiques, au français, aux langues, etc. Comment créer des liens. Et donc, au niveau du collège-lycée, c'est pas évident, c'est par des questions, des débats, et puis au fur et à mesure, j'ai commencé la performance dès la sortie des études. Et ça a été une évidence de ne même pas me référer à des structures préétablies, donc à des formes. C'est venu naturellement, je dirais, comme peut-être une contre-proposition, mais sans être contre non plus, puisque c'était juste, je pense, de la survie. C'est un état de conscience qui est antérieur au fait que tu sois performeuse, quoi. C'était déjà le cas bien avant, quoi. Ouais, le fait de découper des journées. Bon, il y a des gens que ça rassure, enfin que ça rend constructif. Mais j'ai besoin de flottement, j'ai besoin de travailler. Même ne serait-ce que l'expression s'asseoir entre deux chaises. C'est quelque chose qui est faisable en fait, et j'aime beaucoup prendre parfois ce type de phrase au mot et essayer. Là, on rentre peut-être dans la danse ou dans le gag, mais voilà, je réfère alors que c'est juste l'acte de s'asseoir entre deux chaises. Alors justement, je pensais à un terme qui, évidemment, je vais l'expliciter, mais pour moi ne s'applique pas à toi, mais parce que dans la performance, toi, tu convoques beaucoup de choses. Tu convoques le son, tu convoques l'écriture, convoque le mouvement, donc on pourrait rapprocher ça à la danse, on pourrait rapprocher ça à beaucoup de ce qu'on appelle les disciplines artistiques. Donc on pourrait rapprocher ça à, on va dire, une posture d'artiste pluridisciplinaire. Or, toi, tu n'es pas une artiste pluridisciplinaire parce que je pense que tu ne conçois pas le son, l'écriture, le mouvement corporel comme des disciplines artistiques, mais davantage comme des outils performatifs. Alors l'antre, c'est ce qu'il y a entre les outils, Quel est ton rapport, en fait je sais que dans l'écriture, par exemple, tu n'es pas intéressé par le fait de publier du texte. C'est pas ça qui t'intéresse. Le rapport à l'objet, la trace, ça c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que alors je sais pas si ça vaut pour tous les performeurs, mais souvent, tout de même, on retrouve comment on appelle ça, des points communs qui font que le corps ou l'ego ou soit propre histoire, tout cela est matière. Et prétexte à performer, à créer. Donc il n'y a pas de nivellement ou de hiérarchie entre l'orteil ou la parole, ou qu'est-ce qui a été mangé au petit déjeuner, ou quelle peinture ou quelle musique on a écouté. Je ne dis pas que toutes les écoles de performance et tous les partis pris vont dans ce sens, mais on peut retrouver ça chez beaucoup. Et... donc en fait, il y a juste des propos, des présences évidentes qui ont besoin de certains outils plus que d'autres. Alors pourquoi en ce moment le son m'attire beaucoup plus avec le laptop ? Ça, en général, à l'instant même, j'en ai aucune idée. C'est presque un hasard. C'est à un moment le micro de cet ordinateur-là. Spécifiquement et pas d'un autre qui s'est ouvert jusqu'à prendre je pense que c'est dû à un bug de cet ordinateur là qu'on m'a donné et qui devait avoir un défaut, et d'un coup ce micro là s'ouvre, je vous montrerai, je vous en ferai une démonstration, s'ouvre jusqu'à 20 mètres à la ronde, et à partir de là on commence à créer, et c'est presque une venue de l'extérieur, quelque chose qui vous tombe dessus, et on y travaille, on y creuse jusqu'à ce que ça s'épuise. Je ne sais pas si je réponds un peu à ta question. Alors, il y a une chose à laquelle je pense que tu m'as dite dans les discussions qu'on a eues pour préparer la rencontre, mais aussi on peut lire ça quand on lit
le dossier de presse, enfin les gens qui écrivent sur toi, il y a une notion, c'est la jachère qui revient assez souvent, à savoir que comme tu manipules beaucoup de choses, le son, le visuel, l'écriture, etc., tu n'es pas non plus obligé d'utiliser, tu n'as pas un instrumentarium préétabli, on ne sait pas, en allant voir une performance de Lucille Calmel ou une mise en scène, on ne sait pas à l'avance, on n'est pas sûr, on n'a pas la garantie d'avoir de l'écriture projetée, d'avoir du son. Ça peut être plus une chose, plus l'autre, et tu parles aussi de la jachère. Ça c'est quelque chose que j'aime bien, c'est-à-dire avoir des terrains comme ça qui sont mis en jachère, avoir une terre qui peut se régénérer, avoir bon là je vais utiliser le terme de discipline, mais c'est pas le bon terme, mais ou des outils qui sont mis de côté, qui sont mis en quarantaine pendant un certain temps, pour pouvoir se régénérer, pour pouvoir se concentrer. Donc peut-être que là tu es plus sur le son en ce moment, je ne sais pas. Ah oui, j'ai laissé tomber pas mal de choses en allant vers le son. L'écriture s'est tarie. J'ai écrit sur Internet quasi pendant une dizaine d'années, nuit et jour, en réseau, avant les réseaux sociaux existants comme Facebook, MySpace, etc. Et donc c'était une écriture quasi au quotidien, partagée avec d'autres poètes ou internautes. Et il a fallu, pour couper, parce que c'était également un engagement physique qui fait qu'il n'y avait quasi pas de vie extérieure, si ce n'est en relation avec les gens que je pouvais rencontrer sur Internet. Donc en fait, il y a eu une nécessité aussi et il y a eu Facebook étant arrivé, enfin voilà, il y a eu un changement aussi de la pratique de tous ces réseaux qui fait qu'à un moment l'histoire n'a plus lieu d'exister. Il y a d'autres modalités d'écriture à trouver, et puis il y a aussi le fait qu'au bout de 10 ans, on tourne un peu en rond dans ses propres procédés. Alors il y a des artistes qui continuent pendant des années à faire la même chose et à pousser à être dans une spécialité ou une obsession. Je sais pas si je pense pas faire partie des spécialistes, si ce n'est spécialiste de l'antre. Et donc l'écriture, pour l'instant, oui, fait partie des outils que j'ai mis en repos. Et je lisais dans un texte d'Antoine Bout à ton sujet, mais Lucille Calmel, c'est pas l'art, c'est la vie. Alors, je sais pas si tu es d'accord avec ça, que tu n'es pas, finalement, c'est pas tellement une artiste que tu es. Mais ça, c'est très narcissique. Oui, mais j'ai l'impression que c'est tous les artistes qui sont comme ça. Toi, tu disais, je vais à la piscine, ça fait partie de ma carrière de musicien, enfin, de ma pratique de musicien. Donc, ça, vous le saurez. parce que tu as besoin que ton corps existe aussi. Ouais. Voilà. Sinon, c'est pas la relation de ton corps à la guitare, voilà, doit être pratiquée. Est-ce que la piscine, c'est le... Ouais. Voilà. C'est-à-dire que chez un artiste, souvent, on peut quand même déceler un certain nombre d'ambitions, même formelles, etc. Chez toi, je pourrais pas déceler ça, je pourrais pas, noir sur blanc, dire Lucille Calmel travaille sur telle ou telle ambition statement, formelle. comme on dit en français. Ouais. Moi, je trouve aussi que quand même, dans ton cas, Lucille, ce rapprochement, cette interpénétration de ta vie et de ton art, c'est quelque chose d'assez unique. Bon, tous les artistes, oui, se lèvent le matin et se couchent le soir en ayant, traversé une journée où les deux sont joints. Mais toi, c'est aussi dans la mise en scène de ça, dans la façon de performer et de mettre en scène quelque chose de très intime, et aussi de aller vers donner une visibilité extérieure à des choses intimes. Donc ce n'est pas le cas de tous les performeurs même, ou de tous les artistes. Tu travailles à un endroit où ces questions sont assez spécifiques pour ce qui te concerne. Oui, Antoine Pickels parlait même de extime. C'est vrai que j'oublie aussi, quand je mets en jachère, j'oublie, comme ça fait 2-3 ans que je travaille plus sur la matière de ma propre vie. Je suis plus allée sur des questions de ruines, de guerre, de lolcat, enfin justement peut-être pour vraiment reposer son sujet propre. J'ai oublié aussi que je m'étais mise en jeu, oui, puisque jusqu'à être
parfois même harcelé. Donc c'est à des retours de vie qui peuvent être violents. Je pense là à des internautes qui voulaient rentrer, donc dépasser l'écran et qui... Donc il y a une prise de risque, mais qui était aussi assumée dans la mesure où je prenais pas de pseudonyme, donc ni d'avatar pour tout le travail que je pouvais faire en ligne. Et utiliser sa propre matière dans un quotidien, je sais pas, c'était une matière aussi qui était présente, facile à... Et peut-être aussi c'est le donner de la vie à la machine, du sang, quand on passe tous les jours allongé ou assis face à un écran pour essayer de par l'écriture et par la présence peut-être à faire que Internet devienne une intelligence artificielle ou qu'on meurt pas, enfin qu'on injecte des hormones à l'intérieur. Et oui, voilà, il y avait peut-être ce désir de crever l'écran en fait, ouais. Alors moi j'aimerais parler de l'écriture vivante, donc ça c'est le deuxième thème qui m'était cher, parce que l'écriture vivante, bon ça me concerne personnellement, mais j'ai découvert ça dans ton travail, c'est une chose que je ne connaissais pas avant, mais peu importe, je trouvais que c'était particulièrement adapté aujourd'hui à ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on a un salon du livre d'artistes, donc un salon du livre dans lequel le livre sort un peu de son support à écrit et va vers d'autres choses, des pop-up, des objets comme ça qui sortent du livre. Et de la même manière, toi, tu pratiques une écriture qui elle-même est sortie du livre, une écriture qui se projette, qui se crée au moment même avec l'outil numérique, avec l'ordinateur, et qui disparaît en même temps qu'elle se crée. C'est-à-dire un peu comme la musique, une écriture qui devient éphémère. Je ne parle pas de la musique morte qu'on met sur un CD ou sur un disque, mais de la musique... qui est joué en live, en direct. Alors je cite juste une chose que tu disais justement dans une interview pour 7 à 7, où on te demandait quel enfant étiez-vous, et tu dis « Je me souviens de la première bouffée de bonheur. C'est un espèce de livre où l'on devait déployer une baleine, un bateau. Enfin, tout était en papier comme ça, alors tu mimes un livre pop-up. Et il y avait toujours quelque chose à ouvrir, à construire. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Avec plein de parties en 3D, c'était magique. C'était vraiment la première fois que j'ai senti une espèce de truc électrique qui se déploie. Et un contentement, on est bien au monde et tout devient possible et magique. Et voilà, donc c'est un peu cette histoire-là. C'est que effectivement, le livre pop-up, là d'un coup, ça sort. J'ai envie de faire un peu là, une petite théorisation vite faite, mais le livre avec l'écrit, ça a peut-être parfois tendance, l'écriture sur livre, à arrêter les choses, à en faire une sorte de discours comme ça, arrêté, établi, alors que l'écriture vivante, c'est-à-dire cette écriture qu'on a pu voir dans l'extrait, c'est aussi pour ça pourquoi je tenais à cet extrait-là, c'est une écriture qui fonctionne plus comme un flux, comme la pensée, quoi, qui n'arrête pas les choses. Et là, je vais juste citer Gérard Mayen de la revue Mouvement, qui en parle très bien, qui dit « Impossible de saisir, fixer l'art de Lucille Calmel, art fondu en vie, j'y reviens, art dont l'enjeu est de résister à ses propres traces. » Alors, comment c'est venu l'écriture vivante? Parce que je sais que c'est pas toi qui as inventé ça, mais comment c'est venu et quelle place ça a? Et est-ce que j'en parle convenablement ou est-ce que c'est pas du tout ça? Alors la relation au livre magique qui se déploie en baleine, bateau, là j'ai aucune idée, c'est vraiment un souvenir de bonheur, peut-être le premier souvenir de sensation du bonheur. Je sais pas, oui, c'est peut-être, il y a sûrement une relation à la déconstruction, qu'est-ce que peut devenir un livre, questionner la forme encore. L'écriture vivante, c'est le rapport à la machine à écrire tout d'abord, où la feuille bouge, enfin les touches bougent, et puis très tôt, dans l'adolescence, j'imagine que on a été beaucoup à faire ça, laisser traîner des machines à écrire et à jouer avec la nuit sous influence, entre autres des possibles, et l'apparition évidemment des ordinateurs, des projections, de l'écriture en train de se faire via les traitements de texte et puis via les chats. Et donc là, on voit moins, mais il y a eu une époque où le chat, en fait, on voyait aussi l'écriture de soi et de l'autre en train de se faire. Aujourd'hui, en fait, il faut poster
et c'était pas le cas auparavant. Et il y a en 2003 Eric Arlix, qui est éditeur de R, édition.net, qui avait convoqué une quinzaine d'auteurs pour écrire en direct, un peu comme on se donnerait rendez-vous à la radio ou à la télé, tous les jours, pendant une semaine à peu près, je crois, pendant 2 heures, sur des thématiques spécifiques à chaque auteur. Et donc, via les systèmes des blogs, et un public était convoqué à assister à cette écriture en direct, et qui était devenu également un média, puisqu'on convoquait, on détournait un blog, on avait des rubriques personnelles, donc par auteur. Et là, ça fait un déclic monstre qui fait que 15 auteurs dispersés géographiquement se réunissent et écrivent seuls et ensemble pour être lus et vus en direct. Et à partir de là, voilà, tout bon travail de relations scène, internet, écriture, et qui s'est déployé graphiquement après, évidemment. C'est un peu quand même une zone de naissance. Est-ce que ça ressemble un peu à la performance qui a eu lieu à la station de métro La Bourse? C'est un peu ce type-là de performance avec plusieurs écrivains aussi, ce que tu viens de décrire ou... À Bourse, en fait, c'était encore différent puisque c'était simplement des projections d'écran d'ordinateur, donc il n'y avait pas d'interface convoquée. D'accord. Ah, oui. Mais c'était un principe, oui, d'écriture en direct, donc avec plusieurs auteurs-poètes, et en fonction du passage des comment on dit, navigants. Et qu'est-ce qui te fascine à ce point dans l'écriture en direct ? Pourquoi on aime quelque chose? Oui. Franchement... Oui, ça te dépasse. Enfin, ouais, c'est une évidence. C'est une matière contemporaine qui doit être travaillée. Ça, c'est certain, puisque dans l'histoire de la poésie visive, sonore, visuelle... ça fait partie des enjeux qui sont travaillés, et pour moi c'était évident qu'il fallait creuser ce sillon, et il reste encore à être creusé par la programmation ou pas. Ça mais c'est le début. Pour moi c'est le début, parce qu'avec les machines qui sont rentrées chez nous et nous qui sommes allés dehors avec les écrans, enfin c'est une matière qui doit être questionnée comme on questionnerait comme lorsque la radio est apparue, il a fallu la travailler. Enfin, c'est un peu du même ordre pour moi. Mais justement, tu as parlé de la machine, tu parles de la machine, de l'ordinateur, et c'est vrai que ton travail, l'ordinateur, il est quand même très récurrent. Je pense que c'est l'objet qui revient le plus souvent dans tes performances, et que le rapport entre le corps, le travail avec le corps et l'ordinateur, c'est quand même un des axes de ton travail. Et ce que tu m'expliquais aussi, ça m'a intéressé, parce qu'à un moment, tu disais que ce que tu essayais, c'était de ne pas utiliser la machine juste comme un outil qu'on a programmé pour, après, faire des choses peut-être qui nous échappent un peu, qui sont aléatoires, mais tu disais que tu aimerais bien arriver à un lien entre la machine et le corps plus direct. Et tu utilisais l'image que j'aimais bien, tu disais « Je voudrais être une femme à écrire, comme on dit, machine à écrire ». Donc, un peu échappé, alors là, j'y connais rien, mais à la Kinect et à tout ça, bon, des systèmes que moi, je ne connais pas, je ne maîtrise pas, mais qui sont encore des systèmes dans lesquels on programme quelque chose, et si on fait ça, on obtient un tel résultat. Alors, une question un petit peu, est-ce que tu travailles à ça? Est-ce que tu comptes travailler à ça, justement? Est-ce que ça t'intéresserait de travailler à ça ou est-ce que c'est purement intuitif, ou est-ce que c'est quelque chose de purement personnel? Alors pendant 2-3 ans, j'ai vraiment cherché avec un programmeur, Philippe Boinard, et notamment au Théâtre Paris-Villette, lors des X-Réseaux, des séances X-Réseaux, et du festival Open des scènes virtuelles. Donc on a vraiment essayé de travailler avec des capteurs, avec une Wiimote hackée, avec une Kinect hackée. Donc oui, ce sont aussi beaucoup des outils qu'on utilise pour jouer dans les salons, des jeux vidéo en direct, et donc voilà, qu'on détournait pour écrire ou transformer l'écriture en son ou le son en écriture, etc.
et avec des relations aussi au corps, capteur sur corps, donc avec des gestes ou dans l'espace, donc des gestes qui déclenchent aussi des choses. Et pour moi, c'est un échec. J'ai l'impression que la machine n'est pas encore là où j'aimerais qu'elle soit. Alors, je ne sais pas si l'anecdote d'Anaïs Nin dans son journal au sujet de Varèse est vraie, où elle dit qu'à un moment, il est parti, il a arrêté de composer. En tout cas, un certain champ de sa composition est quasi parti dans le désert pour attendre que les machines, les sampleurs arrivent. En se disant, les machines ne sont pas prêtes pour la musique que j'entends dans ma tête. Et je me dis, peut-être qu'avec les ordinateurs quantiques, j'ai envie d'un partenaire, en fait. Et dans la machine. Et pour l'instant, je reste quand même assez maître, on va dire. Et c'est pour ça que je pense que je refuse d'apprendre et que je cherche le bug et la faille. Tu cherches aussi le rapport plutôt charnel que le rapport ludique avec l'ordinateur. Oui, il y a cette envie de toucher, de fusion. Oui, c'est vrai que... Moi, ça me fait penser à une écriture à fleur de peau, c'est-à-dire qu'à la fois c'est très médiatisé via l'ordinateur, mais de par ton engagement physique au moment de l'écriture et de par aussi la texture en fait de ce que tu proposes, donc là par le traitement de l'image, il y a quelque chose de très physique, de très charnel dans cette écriture par l'ordinateur, écriture vivante, écriture en direct en fait, ça mêle tout ça. Ouais, alors ça, d'où ça vient, c'est pareil. J'ai essayé de comprendre. Je pense que c'est dans le même rapport que l'écriture. Pourquoi parler de soi c'est quand on vit peut-être au quotidien avec une machine, c'est peut-être ce besoin de fusion. C'est pareil, c'est vraiment une évidence. Peut-être ça rejoint le geste des gens qui cassent leur ordinateur à coups de poing quand ils n'en peuvent plus. Je pense que c'est du même rapport. C'est un objet que j'ai porté tous les jours sur moi, sur le ventre, sur les mains, au lit. J'ai dormi avec. Maintenant, quasi tout le monde fait ça. Hein. J'ai vu ça en voyageant aux États-Unis il y a 3 ans. Donc toutes les jeunes filles dans les dortoirs dormaient avec leur laptop. Mais moi je faisais ça déjà depuis des années. Je pense que c'est très mauvais pour la santé, mais voilà. Et d'ailleurs, dans le même ordre d'idée, tu as fait une performance qui, moi, est un des moments qui m'a le plus touché. C'était la destruction d'un iBook G4, donc un Mac, qui n'était plus opérationnel, qui était foutu. Et donc, au lieu de le jeter à la poubelle ou de l'envoyer au recyclage, Lucille met en scène la dissection de l'ordinateur, donc c'est repris, c'est sonorisé. J'ai trouvé ça très beau parce que c'était un geste qui différait vraiment de la destruction de la guitare électrique de Jimi Hendrix, pour prendre le grand exemple Tarte à la crème, où là on a effectivement un acte spectaculaire, mais un petit peu gratuit, parce que la guitare elle fonctionne toujours, il n'y a pas de raison fondamentalement de la brûler, à part la beauté du geste, alors que là, dans cette séquence... on peut la trouver sur Internet, c'est Sound Death of an iBook G4, je crois le titre de mémoire. Dans cette séquence, on voit vraiment Lucille en train de disséquer ça. C'est avec les tournevis et le marteau, hein, de disséquer et alors on voit les organes alors ça va aussi dans le sens de ce prolongement entre le corps et la machine, puisque elle dissèque une machine, quoi. Donc ça rapproche. Je ne sais pas ce que tu cherches. Je voulais vous expliquer donc entre la mort du G4 et l'acquisition du MacBook Pro, donc qui m'a été donné avec un défaut de fabrication, et je voulais vous faire la démonstration donc de ce micro exceptionnel. Il n'y a plus de son. Ah. Ça va revenir. Alors j'avais essayé discrètement de faire une intervention.
lava screens, the glow of cyber capitals, radiant and seductive. I understand. I understand none of this. I understand none of this. Does it ever stop? Does it slow down? Of course not. Why should it? It's fantastic. But you know how shameless I am in the presence of anything that calls itself an idea. The idea is time. The idea is time. The idea is time. Living in the future. Living in the future. Look at this number running. Money makes time. Money. Alors le texte matière, parce que je sais pas s'il est... Enfin, c'est pas forcément non plus l'objectif de le rendre audible. Ce sont des sous-titres de J.J. Ballard, de ce film. Enfin, c'est tiré donc d'un de ses romans et ça a été filmé récemment. J'ai oublié le titre. C'est un gars qui est dans une limousine et qui traverse New York sans en sortir, et il accueille au fur et à mesure ses collègues de travail à l'intérieur de sa voiture. Et donc là, en l'occurrence, c'est une spécialiste en matière financière qui dialogue avec lui. Donc voilà. Ça fait partie des pistes de travail que je raccorde entre l'utilisation de sous-titres et de capture d'écran de séries télé. Ça fait partie des nouvelles pistes d'écriture, de relation à l'écrit. On est encore dans l'écriture vivante quelque part, puisque le sous-titre, c'est une écriture en tout cas qui est donnée à lire dans un acte, quoi. Ouais. Mais moi, je voudrais juste rapprocher deux choses que tu as dites, parce que l'écriture vivante, moi, ça me fait penser, ça évoque la pensée, justement. Et quand on t'interrogeait sur la pensée, à quoi ça sert la pensée, tu disais que pour toi, la pensée, c'était plutôt... Enfin, tu disais, la façon de penser la plus constante chez moi, ce n'est pas une formulation, ce ne sont pas des mots, c'est un amalgame de sons, d'images, d'images fixes ou en mouvement, de couleurs, parfois de senteurs, des syllabes qui apparaissent ou un concept assez vague, pré-philosophique, comme on dit préhistorique. Alors, la sensation du corps qui est là, son poids, c'est un amalgame avec des espèces de croisées de tout ça. Donc, la pensée n'est pas
uniquement quelque chose ça, d'intellectuel, mais que la pensée est nourrie de toutes les sensations. Et j'ai l'impression que l'écriture, ce qu'on appelle l'écriture vivante, dont on parle depuis un quart d'heure, c'est un peu comme la pensée, c'est-à-dire c'est une écriture qui n'est pas, de nouveau... oui, l'autre chose que tu disais, c'était que c'était une forme de recherche politique à l'encontre d'une narration, parce que la narration, c'était déjà le début, on va dire, d'un principe fasciste. Mais donc je reviens à cette histoire de la pensée, parce que moi, je comprends ça un peu de cette manière-là, et je pense que cette écriture qui se déploie comme ça, sans volonté de linéarité, comme ça, et effectivement nourrie par plus que par le discours, c'est comme une forme on va dire, de projection sur les murs, sur les gens, sur les corps. C'est comme une forme de projection de quelque chose, du flux de la pensée. Je ne sais pas si c'est un lien évident pour toi. Si, je pense que aussi beaucoup d'écrivains ou de poètes, tout au moins, ont cherché assez tôt à retranscrire ne serait-ce que leurs sentiments sur le papier à travers l'écriture. Donc c'est un acte toujours assez complexe. Là, il s'avère qu'avec, encore une fois, cette machine dans laquelle il y a tout, le son, l'image, les autres, on a un rapport, alors à une époque on disait multimédia, je ne sais plus comment on pourrait, enfin si ça se dit autrement aujourd'hui, et qui, je trouve, s'approchait, hormis l'aspect sensuel, sensible, c'est peut-être pour ça qu'il y a un rapport du corps plus prononcé, mais dans le multimédia, donc voilà, on a déjà le son, l'image fixe ou en mouvement, enfin, et donc c'était peut-être une façon évidente pour moi de transposer ces espèces de compositions déjà multimédia en fait dans la tête, quoi. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une composition en direct? C'est-à-dire que contrairement à d'autres performeurs, pour aussi toujours essayer de un peu différencier des autres, enfin, afin de mieux te définir, la composition est en direct, et donc dans ton travail, le rapport au temps, à l'acte présent, est quand même essentiel. Et ça, c'est une différence par rapport à d'autres qui vont quand même, j'ai l'impression, davantage anticiper, préparer. Bon, peut-être je me trompe, mais non, tu vois. C'est vrai, ouais. Et donc il y a vraiment un rapport aussi au présent, à l'ici et maintenant, et aussi à ton état psychique, à ton état de corps. Donc l'acte et ta façon de performer sont indissociablement liés aussi, donc à ce rapport au présent et à tes états, non? Oui, complètement. Je pense que ça rejoint l'idée éthique, politique dont tu parlais. Alors c'est peut-être un mot un peu fort, le fascisme, mais l'idée de démaîtrise. Et c'est peut-être comment j'ai pu transcrire la notion d'anarchie dans ma vie au quotidien et dans le rapport à la scène. Mais là encore une fois, c'est une évidence, et c'est aussi par la rencontre de certains textes d'Asie, donc où on travaille beaucoup l'ici et le maintenant. Et à la fois, en performance, oui, j'ai énormément cherché à ne pas maîtriser un outil ni un état, parfois jusqu'à inviter quelqu'un d'extérieur à travailler mon corps pour que je ne maîtrise pas la façon dont, par exemple, j'allais dire un texte. Voilà, donc je sais d'où je pars, mais je ne sais pas d'où je viens, et c'est aussi pour créer un lien avec quand même la chose exceptionnelle du fait d'être ensemble dans un événement particulier qui n'existera pas deux fois. Ben oui, pour faire une comparaison très terre à terre, parce que Fabienne, tu parlais des états. C'est vrai que si on prend, enfin c'est vraiment très terre à terre comme comparaison, mais si on prend le cas d'un musicien qui va jouer des préludes de Chopin ou au piano, voilà, bon, qu'il joue un jour dans une ville, le lendemain ailleurs, enfin sous un climat différent, dans un état lui-même différent, quel que soit son état, il doit quand même un petit peu, on va dire, il doit s'arranger pour que son état se plie à la composition, à la musique qu'il va jouer. Alors après, il y a un jeu entre les deux, c'est pas aussi simple, bien sûr. Tandis que chez toi, j'ai l'impression toujours, depuis que je te connais, qu'il y a vraiment une prise en compte de l'état, c'est-à-dire
que 5 minutes avant de monter sur scène, finalement, tu sais pas du tout non plus, enfin, tu sais pas du tout, là, j'idéalise peut-être, mais en tout cas, tu prends très fort en compte ton état dans ce que tu vas réaliser devant des gens sur un plateau ou dans un espace, voilà, quel qu'il soit. L'état est vraiment un outil aussi, on va dire un outil performatif au même niveau que le son, que le texte. Oui, c'est vrai, il y a une image que j'emploie souvent, et notamment auprès d'étudiants, c'est la table de mixage. Comme vous pouvez voir, des tables de mixage son ou lumière. Et en fait, chaque potard serait l'état, la lumière, la météo, la qualité des câbles, la luminosité, enfin voilà. Et il y aurait donc à la base aucune hiérarchie dans toutes ces matières. Et ensuite, le jeu de l'acte, en fait, serait juste de jouer avec ces potards. Donc ça revient encore à soi matière, oui. Et je crois que c'est aussi en ça, c'est un peu bateau, mais en même temps, c'est en ça que ta pratique et la question de la vie, comme on disait il y a quelque temps, là, au début de la rencontre, il y a un tel mélange. Tu n'hiérarchises pas les choses. Il n'y a pas l'art d'un côté ou la technique qui va être au service de ton art, et puis il y a vraiment cette espèce de mise cette en porosité résonance. entre... Ouais. Ouais, en fait, on fait le tour, quelque part. Parce qu'on parlait de ça au début aussi, donc... Bah oui, mais dans la performance... Alors là, Bon, après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un travail. Je veux dire, il y a parfois un travail qui est fait sur la voix, un travail sur le corps. Enfin, il y a des techniques, par ailleurs, qui sont perfectionnées ou... Mais je pense que oui, si on écoute à sa vie ou à son corps, c'est déjà une matière phénoménale pour œuvrer, ouais. Là, je vais un peu avancer parce que je ne sais pas trop. Mais il y a un thème, mais ça, c'est dans la continuité, donc c'est pas mal. Un thème, le 4e thème, c'était les lieux, parce qu'il y a au moins 2 lieux. Alors, il y en a beaucoup plus que ça, mais je vais en citer juste 2. Parce que tu jongles avec 2 lieux. Bon, on a déjà parlé d'Internet. En fait, il y a la scène comme ici, ou une vraie scène de théâtre, comme à la Villette, comme à la Maison de la Bellone, comme au Hall de Scarbeck, comme toutes ces scènes que tout le monde connaît, qui sont des scènes au sens classique du terme la scène. Et puis il y a la scène Internet, où on ne voit pas forcément les gens. Et alors, il y a eu cette performance, Je te demande de me demander, à la Villette, je n'ai pas vu, mais où tu étais pendant, je pense, 1 mois. Tu avais installé ta chambre dans un théâtre, le théâtre de la Villette. Et une fois par semaine, il y avait une représentation, enfin pas une représentation publique du tout. Une fois par semaine, c'était ouvert au public. Alors là, ouvert au public en chair, puisque sinon, tous les jours, la scène et ma chambre étaient ouvertes aux internautes. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, il faut être plus précis, tout à fait, voilà. Et donc là, ça illustre ce que Fabienne disait, mais évidemment, moi, je te connais, donc tout le monde te connaît. Mais finalement, moi, j'ai pas vu le plateau, mais j'imagine que ça devait ressembler assez fort à ta chambre, ta vraie chambre chez toi, dans ton vrai appartement. Enfin, la manière dont, c'est vrai qu'il y a la séparation entre ta vie et ton travail. Il y en a pas en fait, ou alors il y en a une, il y en a forcément une, mais elle est pas là où on pourrait le croire, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas un costume de scène, il n'y a pas un costume de ville, il n'y a pas une... Mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Donc, j'en arrive donc à la question sur les lieux, parce que tu parles souvent des lieux, tu parlais de la guerre, par exemple, du fait, alors là, on remonte, je crois que c'était en 1902, début des années 90, tu étais allé en Croatie, dans le cadre d'un projet où, si je me rappelle bien, tu allais voir des artistes pendant la guerre et faire une enquête sur les artistes pendant la guerre. D'autre part, dans une autre interview, tu parles du désert, d'un espace comme ça où on se sent, enfin, où on a une espèce de plénitude. Ça. Donc les lieux, ton rapport aux lieux, moi ça m'intéresse fort. Éventuellement, si tu as des choses à dire sur les lieux, que ce soit le lieu Internet, mais ça t'en a déjà parlé, que ce soit la scène. Comment tu gères le fait... Ta voiture, il n'y a pas longtemps. Ma voiture, il n'y a pas longtemps, oui. Pour la nuit blanche. Comment tu gères le fait, voilà, je vais être plus précis dans ma question, comment tu gères le fait, alors que ton travail tourne beaucoup autour du lieu numérique, de te retrouver à faire
entre guillemets, une mise en scène comme tu as fait pour Au bord du gouffre, qui va être le sujet de la dernière question. Comment tu gères ça, en fait? Parce qu'on sait, quand on a vu que c'est pas si différent, mais comment, justement, avec des comédiens, avec un plateau sur lequel tu n'apparaîtras même pas, tu seras en coulisses, comment tu gères ça, alors que tout ton travail semble aller à l'encontre de ça, à l'encontre de la représentation théâtrale? Comment tu fais, comment tu t'en sors pour arriver à ce que... En fait, comme j'ai commencé mes premières performances dans la rue, ou aussi beaucoup en ex-Allemagne de l'Est, donc parfois entouré de jeunes néo-nazis, ou dans des conditions parfois où l'agression était vraiment potentielle, très 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 proche. La première mise en scène que j'ai faite, pour moi, c'était aussi une performance, puisque j'ai pas suivi un cursus scolaire ou quoi, où la scène aurait été une habitude et une donnée de base. Donc pour moi, c'était un territoire étranger. Donc en fait, je l'ai traité de la même façon que si j'avais dû travailler sur un pont ou dans une cave, enfin dans un espace toujours particulier. Et ensuite, à force évidemment de travailler la mise en scène et de travailler avec des scénographes également, on se réamuse à jouer avec les codes existants de la scène et d'autres scènes que sont Internet et l'extérieur aussi. Donc en fait, j'allais répondre, je fais pas vraiment de différence. C'est très... je sais pas si vous avez lu L'art de la guerre de Sun Tzu, mais chaque territoire pour moi est une matière à paranoïer, mais dans le bon sens du terme, à établir des scénarios catastrophes ou pas, enfin des plans de bataille. Donc en fait, je les traite un peu de la même façon. Ça veut pas dire que je réussisse, enfin voilà, parce que je prends des risques parfois qui sont au-delà de mes compétences et expressément aussi. Oui, parce que tu cherches la démaîtrise. Hein. Il y a beaucoup ça dans tes propos, la démaîtrise, la non-discipline, la dépossession. Il y a souvent c'est-à-dire, ça va à l'encontre de ce qu'on entend en général, quoi, quand même. Les artistes qui veulent plutôt maîtriser ce qu'ils font, ça, mais... Enfin, je t'ai interrompu. Non. Je me demandais si j'allais continuer de vous parler justement en utilisant un logiciel que quasi tout le monde connaît, donc qui est Aide-Mémoire, donc qui a la fonction post-it en tout cas sur Mac, sur PC, je sais pas comment elle s'appelle, et qui est un logiciel très particulier en fait, parce que quand on le met en action, il n'utilise que la mémoire vive. Donc en fait, le risque de bug est très, très présent. Mais je ne sais pas si tu voulais que... Je peux aussi continuer à parler, donc. Non, tu fais comme tu veux, en fait. Tu voulais parler de mise en scène Non, pas spécialement. Moi, je pose des questions, mais okay. C'est pas obligatoire d'y répondre. Alors, je sais pas. Oui, si, ça passe. Donc, Aide-Mémoire. Donc, en fait, chaque petit trait est un post-it fermé. Les autres sont des post-it ouverts avec soit des glitches, de l'ASCII, des gifs, des photos, captures glissées, déposées, du texte. Et c'est un travail que j'avais commencé pour essayer de travailler avec des comédiens, dans le sens comment donner du texte autrement que sur papier, apprendre par cœur ou lire sur papier. Évidemment, j'ai pas pu m'empêcher d'y mettre d'autres choses que du texte. Et ensuite, l'an dernier, c'était également une réflexion sur qu'est-ce que c'est toute la question queer, transgenre. Donc évidemment que j'ai poussé
jusqu'au phénomène transdiscipline, genre du texte en rapport avec l'image, avec la circonstance, et pour une compagnie, le Nu Collectif, qui travaillait à partir de Claude Cahun, elle-même artiste qui a beaucoup travaillé le fait de n'appartenir, enfin je sais pas comment, ouais, le travestissement et effectivement oui la question de l'identité. Alors je sais pas si je vais arriver à performer cette comment dire, déjà mise en scène, parce que ça... Est-ce que tu peux peut-être juste un peu expliquer encore le travail avec les comédiens, comment ça se passe? Ils voient le texte comme là, nous on le voit, et alors à partir de là, ils improvisent, ils se font leur propre histoire, ou c'était... Oui, alors quand le texte est déployé, c'est une lecture qui est composée également en direct par le comédien, oui. Donc à lui de piocher, j'ai envie de dire. Donc il n'y a pas de direction express sur la qualité ou sur la temporalité de lecture. Et il peut également composer entre les différents post-it, comme l'œil peut aussi ne pas être linéaire à l'écran, il peut aussi donc recomposer l'écriture en direct. Oui, parce que donc dans la mise en scène de Wojnarowicz, qui a eu lieu au Tanner, moi j'avais pas compris ça, je le réalise maintenant. Dans le procédé de travail, tu utilisais ce que tu es en train de faire pour que les comédiens s'approprient le texte, quoi. C'était avec ce genre de procédé-là qu'ils s'appropriaient le texte. Oui, enfin c'est tout un travail avec Philippe Boinard d'écriture aussi en direct, donc carrément un programme créé spécialement qui était aussi manipulé par les comédiens. Donc il y en a un qui avait une main, donc une Wiimote démontée et redéployée sur son bras, un peu comme un cyborg, et qui faisait qu'en fait il manipulait l'écriture par le mouvement. Ouais. Ça fait partie des recherches. Ou la Kinect, donc qui pouvait pareil déceler des présences pour déclencher des processus. Et ce que tu expliques du travail avec les comédiens, c'est aussi valable, je trouve, nous, en tant que spectateurs. C'est vrai qu'on est tout à fait libre aussi on construit, en fait, c'est pas l'œuvre, mais la pièce. Enfin, on construit le geste artistique quasiment en même temps que toi. C'est-à-dire qu'il y a quand même, en général, une saturation, en tout cas d'informations, beaucoup de choses, aussi bien sonores, visuelles, textuelles, etc. Et à nous aussi de composer tout avec notre liberté. On construit vraiment son propre parcours. Il n'y a pas de. Et c'est pour ça que j'ai repris ce que tu disais. C'est pas une narration, c'est-à-dire que c'est des possibles. Je reviens à ton anecdote. Avec le je livre ris parce qu'en fait, je sais d'où ça vient. C'est Brecht qui parlait des mises en scène d'Hitler. Donc c'est vrai que c'était un gars assez fort, quoi, Hitler, pour manipuler. Et c'est au début de mon travail de mise en scène, j'avais des questions éthiques d'ordre pourquoi demander à un comédien de mettre son pied à gauche et de dire telle syllabe avec telle tonalité, et ensuite sur le public, pourquoi faire rire les gens, pourquoi les faire pleurer là. Enfin, c'est des questions, voilà, d'influence, en fait, la qualité d'influence. Mais je n'ai pas fini d'y répondre. Hein. Je pense que c'est le parcours d'une vie. Et alors là, peut-être pour clôturer, on va dire, donc tu as travaillé sur David Wojnarowicz, mais tu vas, il y a un projet en tout cas de travailler sur le livre Testo Junkie de Béatrice Preciado. Alors là, je peux un petit peu en parler parce que je l'ai lu, et c'est un livre qui m'a beaucoup plu, dans lequel, alors par contre pour en parler, c'est vrai que c'est pas aussi évident que ça, mais dans lequel elle déploie justement c'est un essai philosophique. T'en parleras mieux que moi, mais ce qui est très très fort, très touchant dans ce livre, c'est que c'est une espèce de montage parallèle où, en parallèle avec cet essai philosophique assez pointu, parfois d'ailleurs assez dur à suivre, il y a le récit d'une expérience qu'elle fait sur son propre corps qui, j'ai envie de dire, légitime un peu l'essai philosophique. C'est-à-dire qu'elle n'est pas juste en train
Elle n'est pas juste en train de philosopher en l'air, elle fait une vraie expérience sur son propre corps. Donc elle prend de la testostérone d'une manière illégale, hein, elle la détourne de son usage. Et donc elle va vers une espèce de... Elle fait subir à son corps une mutation qui va vers une espèce de genre ni homme ni femme. Alors qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que tu sais déjà quoi, comment, qu'est-ce, pourquoi? Alors je suis fan de ce travail Testo Junkie de Preciado, puisque donc pendant 236 jours, elle patch cette testostérone et décrit à la fois la mort de son éditeur Guillaume Dustan, la rencontre amoureuse avec Virginie Despentes, également tout son travail philosophique politique autour de la notion de genre et de la pharmacopornographie de l'état du monde et de l'état de nos corps au monde à travers tout ce qu'on peut prendre comme substance, pilules, Viagra, etc. Et entre autres, c'est vrai que c'est un livre assez dense. Et il y a des parties très poétiques qui sautent à l'oralité. Enfin, je pense que, enfin voilà, il y a une qualité. Ouais, et c'est un essai performance. Et pour moi, évidemment, j'ai pas tout lu de ce qui a pu être cherché en ce sens, mais c'est un des objets les plus réussis en ce sens. Pour moi, par exemple. J'ai pas trouvé, je recherchais ça, et j'avais l'impression que Mehdi Belhaj-Kassem recherchait ça aussi dans ce travail, à la fois aussi de rencontres populaires, philosophie. Et il y a un moment où, voilà, pour moi, ça fonctionnait pas. Et chez Preciado, c'est flagrant, oui. C'est vraiment fluide, très fluide. Et donc, j'aimerais beaucoup, oui, travailler sur cette écriture-là et avec Béatrice Preciado. Là, il s'avère qu'elle est fort occupée pendant 2 ans, moi aussi, donc c'est pas encore fait. Donc dans le cas de David Wojnarowicz et de Béatrice Preciado, c'est quand même dans les 2 cas le corps qui est le point, enfin le centre, quoi, Ouais, il y a des matières, oui, qui se retrouvent, la sexualité aussi, donc la question aussi de la norme, la question de la puissance de rester particulier au monde face aux politiques, face à l'économique, face à la pharmacie. Dans le cas de Wojnarowicz, c'était dans le contexte de l'épidémie du sida aux États-Unis, fin 70, début 90, 90. Donc, à un moment où il y avait des dizaines et dizaines et dizaines de milliers de morts en peu de temps. Et chez Preciado, c'est, je pense, tout un combat qui se mène aujourd'hui, depuis, en tout cas en Europe depuis quelques années, et qui est en train de s'épandre. Ce qui est assez étrange aussi, c'est que à force de lecture, mais plutôt sur la guerre, je trouve beaucoup de groupes militants anti-drones, par exemple, et ce sont Code Pink ou des transsexuelles pakistanaises. Enfin, ce sont des gens qui militent aussi en dehors de leurs propres problématiques et qui sont très présents sur des luttes citoyennes fortes, quoi. Et voilà, je me dis, il y a des choses qui se passent vraiment, vraiment... je sais pas vers où ça va aller, mais... En tout cas, je pense que dans 50 ans, peut-être, on se posera même plus ces questions. On aura une queue de chat et on sera homme, je sais pas, sur le bras gauche et femme sur le genou droit. Enfin, voilà, on sera multi et il n'y aura pas de question de numéro de sécurité sociale sur un passeport pour ça, quoi. En tout cas, à la lecture du livre de Béatrice Preciado, c'est sûr qu'elle ne milite pas avant tout pour son problème personnel, hein. Pour rejoindre ce que tu disais, quoi. Elle est vraiment, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus large sur la question. Ah oui, elle utilise son corps comme on peut se faire cobaye pour une expérience universelle. Oui, oui, complètement. Merci beaucoup, Lucille Calmel. Merci beaucoup, Fabienne Aucan, pour cette Merci. rencontre. Et merci à vous. Merci.